Mesdames, Messieurs, bonjour, il est 12 heures partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Souleymane Niang. Au sommaire, l'affaire du morcellement et de la vente de terrain dans la forêt classée de Niamone dans la région de Ziguinchor. Le maire de la commune va interjeter rappel du verdict du tribunal de Ziguinchor. Retrait de l'exploitation commerciale de la TNT au groupe Excaf par Télédiffusion du Sénégal. Le CEDEPS s'indigne, son président parle de banditisme d'État. Qualité des médicaments au Sénégal après les antipaludéens. L'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique va s'attaquer aux anti-hypertenseurs, aux antidiabétiques et aux anticancéreux. Et puis vous entendrez la colère des passagers de la compagnie Air Sénégal laissés en rade alors qu'ils devaient embarquer à 0 heure la nuit dernière pour la France. À la fin de cette édition, le journal des Jeux Olympiques, ce sera avec Cher Tidiane Diagne à la mise en onde de cette édition à l'UNBA. Souleymane Niang. Mais d'abord, le bilan de cet accident survenu hier entre Fimela et Sambadia dans la région de Fatick. Un mort et un blessé grave. Ce sont deux jeunes de Djilor qui venaient d'un match de football. D'un match de football. Leur moto Jakarta a été percutée par une voiture de transport en commun. L'un est mort sur le coup, l'autre est toujours en soins intensifs. Information de notre correspondante sur place, Aminata Goudjabi. Et nous reparlons du verdict du tribunal de grande instance de Ziguinchor dans l'affaire de la forêt classée de Niamone. Fortune diverse pour les prévenus poursuivis pour morcellement et vente de parcelles à usage d'habitation sur le domaine national. Le maire de la commune se dit déçu par la sentence. Il s'attendait à des sanctions plus lourdes au regard du préjudice subi. Il va, dit-il, interjeter rappel. Atab Badji rejette par ailleurs la proposition du ministre de l'Environnement qui demande une déclassification d'une partie de la forêt de Niamone. Le voici au micro de la Minba. Mais en ce qui me concerne, moi, c'est une déception. Ça, il faut le dire. Parce que nous savons que c'est des bandits qui sont là, des bandits fonciers. Aujourd'hui, on nous parle d'insuffisance de preuves et tout. Mais on n'a pas besoin de preuves pour comprendre ceux qui sont dans cette affaire-là. Alors, ces noms ont été cités à la barre. Malgré tout cela, on nous dit que c'est, insuffisance de preuves et tout, et que là, ils vont être libérés. C'est vraiment une déception. C'est dommage quand même que des gens clairement identifiés qui mènent des actes de forfaiture soient protégés de sorte que, ils soient acquittés de toute charge. Mais non seulement on va faire appel à cette décision-là, mais on a lancé un appel à la population de Niamey de se remobiliser parce que nous ne comptons pas baisser les bras. Nous allons dès à présent saisir le ministre de l'Environnement par courrier officiel, en même temps saisir le PM, le Premier ministre, par courrier également, pour non seulement attirer leur attention sur ce qui se passe à Niamey. Là, je voudrais dire au ministre de ne pas regarder cette partie visible de l'iceberg qu'il voit. Le fait de ne pas déclasser cette forêt, au moment où l'on parle, les gens continuent à construire. Ils continuent à agresser cette forêt. En réalité, ce n'est plus une forêt. Ce n'est plus une forêt. Il n'existe pas de forêt dans cette partie-là. Il n'existe que des habitations anarchiques dans cette forêt qu'il faut organiser. C'est tout ce qu'on demande. Parce que hier, en réunion, j'ai compris que c'est une base arrière des bandits dans le département de Guichon, anarchique dans cette forêt, qu'il faut organiser. C'est tout ce qu'on demande. Parce que hier, en réunion, j'ai compris que c'est une base arrière des bandits dans le département de Guingamp. C'est ça la réalité, cette partie qu'on appelle forêt classée. C'est une base arrière des bandits dans cette forêt classée. Ils sont tous dans cette partie-là et la nuit, ils sortent pour aller faire des actes de police et revenir passer la journée dans cette forêt-là. 12h04 à Ziguinchor. Venons-en maintenant au limogeage du directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. La plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations réagit. Selon le coordonnateur, Cherdien a commis beaucoup d'erreurs au départ. Il a, dit-il, créé des problèmes à l'interne, une situation qui n'est pas compatible avec une bonne gestion. Abdou Samad Diouf au micro d'Awambaye. Par rapport au limogeage du docteur Cherdien, donc Cheikh a commis beaucoup d'erreurs parce que quand tu es nommé donc, dans une société nationale, donc surtout très complexe et sensible le problème des inondations, donc tu dois se concentrer de ce qui est l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, le problème des inondations, pour gérer ça, il faut une démarche inclusive. Il faut essayer de unir tous les acteurs qui s'activent au problème des inondations. Mais il n'a pas fait ça. Donc, il a créé des problèmes à l'interne. Il a fait des erreurs monumentales. C'est pour cela, aujourd'hui,
On a eu mal à régler certains problèmes pour les inondations. Je te donne l'exemple de Touba et de Kaolack. Parce que quand tu es dans une boîte comme l'ONAS, la première des choses, il faut consulter tout le monde. Il faut essayer d'éviter des querelles de bas étage. Et aussi, concentre-toi de ce qui est l'essentiel, techniquement, mais il est plus politique que technique. Ça a posé beaucoup de problèmes à l'ONAS. Et là où je parle avec vous, il a écarté pas mal de personnes pour des problèmes personnels et des problèmes politiques. Et donc, c'est pour cela, si le président de la République donc, a vraiment prendre cette décision, vraiment, ça montre qu'ils sont dans la bonne voie. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire pour faire sortir les populations sous les eaux. Nous avons tenté de joindre le docteur Cheikh Dieng en vain. Je vous rappelle que le ci-devant directeur général de l'ONAS a été relevé de ses fonctions hier en Conseil des ministres après 3 mois de gestion. Encore des passagers d'Air Sénégal bloqués depuis hier à l'AIBD. Ils devaient quitter depuis 0 heure pour arriver en France à 7 heures, mais jusque-là, ils sont toujours cloués à l'aéroport faute d'avions disponibles. Des membres du personnel venus avec des explications leur avaient dit que la voiture qui devait tracter l'avion loué à la compagnie espagnole Privilège était en panne et serait en train d'être réparée, mais le délai qui a été retenu, c'est-à-dire ce matin à 11 heures, n'a pas été respecté. Donc les passagers sont toujours en rade à l'aéroport, ils n'ont pas embarqué. Ils n'ont aucune information, disent-ils. Je vous propose d'entendre l'un d'entre eux ou l'une d'entre ces passagers, Ndiaye Dansoro, qui a été jointe tout à l'heure. Je viens de recevoir tout à l'heure là, une décision de... Nous avons des sacrés problèmes. On ne nous donne aucune information. On enregistre nos bagages. On nous fait rentrer dans l'avion, normal, comme si de rien n'était. On ne nous dit pas qu'on a changé d'avion, parce que ce n'est pas la compagnie Air Sénégal, c'est une compagnie Air espagnole. On ne comprend rien à ce qu'ils nous disent. On est resté 3 heures de temps dans l'avion. On nous a dit de sortir de l'avion. Jusqu'à maintenant, là, on n'a aucune information. On nous laisse traîner, ni à boire, ni à manger. Les enfants qui sont malades, les parents, les adultes. Au bout d'un moment, on en a marre. On nous dit qu'on va partir à 11h. Là, on revient nous dire que ce n'est pas 11h, c'est 13h. On ne comprend plus rien. Là, on en a marre. Il faut vraiment faire quelque chose, ce n'est pas possible. Depuis le vol, normalement, on devait partir à minuit 20. On est encore à la gare, il est quelle heure? Jusqu'à maintenant, là, il est encore 11h. On ne nous dit rien. On attend. Personne ne vient nous renseigner. Ils viennent nous s'excuser, mais personne ne fait rien. Au début, c'était 11h. Là, 11h, c'est passé. Maintenant, on nous a dit midi, on attend midi. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est revenu pour nous dire qu'on part à 13h30. On attend 13h30. On n'a pas espoir parce que depuis hier, on ne fait que nous mentir. On nous dit qu'on va partir, on ne part pas. RFM 94.0, la radio en puissance. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal s'indigne du retrait de l'exploitation et de la gestion de la TNT au groupe Excaf Télécom. Mamadou Ibra Kane parle de gros préjudices pour le groupe de presse. Le patron du CEDEPS dénonce un banditisme d'État et invite les nouvelles autorités à éviter de créer des tensions inutiles entre l'État et le secteur des médias. Il est interrogé par Anna Rocha. Le problème est un problème de droit. Excaf a signé une convention avec le CNRA, donc TDCSA, qui revendiquait le transfert de l'infrastructure TNT. Ce transfert avait été déjà effectif depuis février 2021. Par contre, pour les bouquets que lui avait octroyés donc l'État du Sénégal, à travers une convention signée avec le CNRA, TDCSA n'a aucune compétence en la matière. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est du banditisme d'État. On ne comprend pas pourquoi les nouvelles autorités veulent instaurer la tension dans le secteur des médias. La semaine dernière, je crois, il y avait un communiqué du directeur de la communication qui demandait à ce que les entreprises de presse se mettent en conformité avec la loi. Par rapport au dépôt légal, c'est enfoncer une porte ouverte. Dans le même communiqué, le ministère de la Communication demandait à ce que les entreprises télévisuelles se fassent octroyer la licence. Sans compter maintenant le fait que nous n'avons pas reçu de réponse par rapport à toutes les questions que nous avons posées et au président de la République
et au Premier ministre et au ministre de la Communication. Donc, nous estimons que vraiment, cette attitude-là est négative et instaure une tension vraiment inutile entre les nouvelles autorités et le secteur des médias. Et le secteur des médias. TDS SA que nous avons jointe hier à l'annonce donc de ce retrait de la gestion technique et de l'exploitation commerciale de la TNT au groupe, retrait donc de cette exploitation des mains du groupe Excaf, la société TDS SA. Va communiquer ultérieurement sur cette affaire. Caisse de sécurité sociale, le délégué du personnel a reçu ce matin une mise à pied de 8 jours. Comme motif, la direction générale lui reproche ses déclarations dans la presse dénonçant les dysfonctionnements de l'institution de prévoyance. Omar Fouta Badiane, délégué du personnel à la Caisse de sécurité sociale, au micro d'Awambay. Je viens de recevoir tout à l'heure une décision de mise à pied disciplinaire de 8 jours à compter du lundi 5 août 2024. La direction générale de la Caisse de sécurité sociale me reproche principalement les dénonciations que j'ai eu à faire par rapport au manquement grave de ce nouveau système d'information et au dysfonctionnement dans la gestion de la Caisse, l'absence de direction générale depuis 2 ans, de directeur général, le maintien à la retraite du directeur financier et comptable, etc. Donc c'est principalement ça qu'on me reproche. Et avant, j'ai eu à recevoir une sommation interpellative par voie d'huissier, ensuite une demande d'explication et aujourd'hui, l'acharnement continue. C'est une mise à pied disciplinaire de 8 jours à compter du lundi 5 août 2024. Le reste de l'actualité avec la qualité des médicaments au Sénégal. Après les antipaludéens, l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique va s'attaquer aux autres médicaments pour s'assurer de leur qualité, notamment les antihypertenseurs, les antidiabétiques et les anticancéreux. Pour en parler, je vous propose d'entendre le professeur Serigne Omar Sarr, chef du service du contrôle physico-chimique et pharmacotechnique à l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, au micro d'Awambay. Vu qu'on a pas mal de problèmes sur les antibiotiques, donc nous faisons une approche basée sur les risques. On va voir où se trouvent les risques. Donc on va voir les autres catégories de médicaments sur lesquels nous n'avons pas encore beaucoup de retours. Nous allons les investiguer. C'est ce que nous faisons par exemple. Les antihypertenseurs, nous savons que l'HTA, l'hypertension artérielle, a une forte prévalence actuellement au Sénégal. Donc nous allons aller vers les antihypertenseurs, les antidiabétiques, mais aussi les anticancéreux. C'est un fléau. Ce sont des problèmes de santé que nous vivons, que nos populations vivent et nous devons, nous, en tant que pharmaciens, en tant qu'autorité de régulation, en tant que contrôleur de qualité, assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. Et puis ce chiffre, 36% des filles sans domicile fixe sont sexuellement exploitées, contre 2% chez les garçons. C'est ce que révèle l'étude de l'ONG Child Fund publiée ce matin et réalisée dans 5 régions du Sénégal. Par ailleurs, 46% des garçons sont exposés à l'exploitation par le travail et 20% des filles sont victimes de violences physiques. Voici le docteur Rokhaya Ndoye Mbaye qui a procédé à la restitution de l'étude ce matin. Rokhaya Ndoye Mbaye au micro de Koumba Sandiane Faye. Alors, l'étude révèle déjà que les enfants ont de grandes compétences à se prendre en charge et qu'ils développent des tactiques, on va dire, des capacités de survie face à des risques qui se présentent en situation de mobilité. Peut-être qu'au départ, pour beaucoup d'enfants, le projet n'était pas vraiment le leur, mais ils finissent quelque part par eux-mêmes avoir des projets d'adaptation le plus souvent économiques, ou bien liés à l'aventure, ou bien à celle de se réaliser, et ils finissent par développer des tactiques de stratégie par rapport à l'exploitation, par rapport à la maltraitance, par rapport aux abus, et les enfants finissent par développer un peu quelques ambitions. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous avons retrouvé très fortement et encouragé également par des communautés d'accueil qu'ils peuvent trouver et un système fort d'État et des partenaires. Les enfants partent pour plusieurs raisons. On l'a dit, ils partent d'abord pour des raisons économiques. Ils partent pour aider leur famille. Ils partent pour essayer quand même d'améliorer un peu le niveau de vie des familles, surtout. Les enfants partent aussi pour se réaliser,
pour essayer, comme le faisaient déjà nos grands-parents, pour essayer de se prouver qu'on est sorti de chez soi et qu'on est quelqu'un, devenir quelqu'un, mais ailleurs que chez soi. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le procès des événements du 28 septembre 2009, l'ex-président Moussa Dadis Camara va faire appel du jugement. Ses avocats ont annoncé ce matin faire appel de la condamnation à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Dans un communiqué, le collectif de ses avocats dit rejeter en bloc cette décision et pour marquer son désaccord, il entend, en accord avec Moussa Dadis Camara, relever appel de ce jugement qualifié d'inique pour qu'il soit censuré par la juridiction. Le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs. Au moins 109 femmes avaient été violées. Au Soudan, le chef de l'armée et du Conseil souverain a échappé hier à une tentative d'assassinat. Selon un communiqué de l'armée, 2 drones ont mené une attaque sur une base militaire dans l'état de Mer Rouge, dans l'est du pays, où se trouvait le général Abdel Fattah al-Burhan. L'armée avance son bilan de 5 morts et plusieurs blessés, mais le général al-Burhan a survécu. Il est réapparu un peu plus tard pour affirmer que les drones ne font pas peur à l'armée. Au Nigeria, de nombreuses manifestations prévues ce jeudi. Des centaines de milliers de personnes pourraient se retrouver dans la rue, lancé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Le mouvement End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance en français, compte catalyser la colère présumée des masses moyennes et populaires. Retour sur la conférence de presse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. La visite du porte-parole du PPACI de Laurent Gbagbo au Burkina Faso était au cœur de la conférence de presse. Pour le RHDP au pouvoir, Katina Koné doit être entendue. Gobia Yabi. Katina mérite d'être entendu selon le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, le parti au pouvoir, qui a tenu une conférence de presse mercredi à Abidjan. Mais Katina vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien à un régime issu de coup d'État. Mais Katina doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendu. Mais je voudrais rendre hommage au président Alassane Ouattara, qui est un homme généreux, qui est un humaniste. Parce que pareille chose ne peut se passer ailleurs, si ce n'est en Côte d'Ivoire, où jusque-là, il n'est même pas inquiété. Mais je crois que tous les Ivoiriens qui savent apprécier les choses ont vu Katina. Pour rappel, le 27 juillet dernier, Justin Katina Koné, porte-parole du PPACI, s'était rendu au Burkina Faso pour, avait-il déclaré, apporter le soutien de Laurent Gbagbo à l'AES et particulièrement au président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Ce dernier n'est pas en odeur de sainteté avec la Côte d'Ivoire et le 11 juillet dernier, il avait accusé le régime d'Abidjan de vouloir déstabiliser le Burkina. Gobia et Abidjan, RFM. Et puis les funérailles officielles du chef du Hamas ont débuté ce jeudi à Téhéran, en Iran. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé les prières funéraires. Il a menacé Israël de punitions sévères pour le meurtre de Ismail Haniyeh, ce qui fait redouter une contagion de la guerre qui fait rage depuis presque 10 mois dans la bande de Gaza. Le chef du Hamas a été tué hier à Téhéran lors d'un raid imputé à Israël. Haniyeh se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Il sera inhumé demain, vendredi, à Doha. Et puis l'armée israélienne qui annonce la mort du chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, dans une frappe en juillet à Gaza. L'armée indique dans un communiqué qu'à la suite d'une analyse de renseignements, il peut être confirmé que Mohamed Deif a été éliminé. Selon l'armée israélienne, Deif a dirigé, planifié l'attaque du 7 octobre qui a entraîné la mort de 1197 personnes, en majorité des civils. Merci Georges Déthié-Diop. RFM Sport.
À présent, le journal des sports, ce sera avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Suleiman. On commence avec la lutte avec frappe après sa victoire sur Tapha Tine. Quel adversaire pour Balla Gaye 2? Les spécialistes se sont posé la question. Bafagaye, entraîneur de l'équipe nationale de lutte africaine, a répondu à la question. Pour lui, des jeunes se présentent devant le B52, mais également Eumeu Sène qui l'a terrassé à 2 reprises. Lui, ainsi que son frère Sathiès. Bafagaye, que nous écoutons. Je dirais que Balla Gaye actuellement a beaucoup d'opportunités parce qu'il a déjà lutté avec Eumeu Sène à 2 reprises et Eumeu a eu la victoire sans bavure sur Balla Gaye à 2 reprises. Eumeu est allé encore battre le frère à Balla Gaye qui est Sathiès. Donc pour un 3e combat, c'est possible entre Eumeu Sène et Balla. C'est bien possible. Vraiment, si son staff décide que Balla croise une dernière fois Eumeu, là c'est une possibilité. Ensuite, entre Modou Lo et Siteu. Balla Gaye peut avoir là-bas aussi un combat entre Modou Lo et Siteu. Si Siteu gagne Modou Lo, Balla peut le croiser. C'est un combat vraiment qui est possible. Étant donné que Balla a eu à se frotter avec Boy Niang, donc il ne peut pas réfuter croiser Siteu. Parce que c'est vraiment des combats qui se dessinent. Actuellement, Siteu et Franc sont mieux positionnés pour rencontrer Balla Gaye. Siteu, Franc pourront avoir la chance, s'ils gagnent leur combat, ils pourront avoir la chance de rencontrer Balla. Dodgeball maintenant, le sélectionneur national nous présente la discipline. Avant de participer au nom du Sénégal à la Coupe du Monde prévue du 11 au 17 août prochain en Autriche, le sélectionneur national nous présente les règles de cette nouvelle discipline introduite au Sénégal. Massilba, que nous écoutons. C'est un sport collectif qui se joue à 6 contre 6 sur un terrain de 17 mètres de long et 8 mètres de large, en 2 périodes de 15 minutes réparties en 10 manches. Ce qui veut dire chaque période de 15 minutes comporte 5 manches. Et quand est-ce qu'une manche est gagnée? C'est lorsqu'une équipe parvient à éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse au bout des 3 minutes de la manche. On dit que cette équipe-là a gagné la manche. Comme chaque période, c'est 15 minutes, dans chaque 15 minutes, vous avez 5 manches de 3 minutes. L'équipe qui parviendra à gagner plus de manches dans les 2 périodes gagnera le match. Également, je dois préciser que c'est un sport avec des particularités par rapport aux autres sports collectifs. En dodgeball, on a 2 formats de ballon. Le format tissu et le format mouche. Avec le format tissu, on va jouer avec 5 ballons. Avec le format mouche, on va jouer avec 6 ballons. Et également, c'est 3 catégories différentes. Catégorie homme, femme et mix. Et le Sénégal, pour la compétition de la Coupe du Monde qui va se passer en Autriche à partir du 11 août, le Sénégal s'est engagé en équipe mixte. Le basketball pour finir avec les Lions du Sénégal qui s'entraînent depuis 11h au stadium Marius Ndiaye. Ils sont 16 sur les 17 joueurs convoqués par Ngagne de Sagana Diop à prendre part à cette séance d'entraînement. L'équipe nationale va jouer 2 rencontres amicales internationales face à la Tunisie les 12 et 14 de ce mois. L'équipe nationale féminine, quant à elle, va s'entraîner à partir de 17h à Marius Ndiaye toujours. Les Lions préparent, elles, les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Georges Déthié-Diop. Cheikh Dieng, très éphémère directeur général sous Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Dieng a été démis hier de ses fonctions de directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, 3 mois seulement après sa nomination. Ainsi, l'observateur souligne qu'il est le premier à être limogé sous Diomaye. L'info parle de première victime de Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Dieng, noyé dans les eaux, affirme le quotidien. Le quotidien Source A informe qu'il était hier à Touba pour ouvrir l'antenne régionale de l'ONAS où il a nommé un chef de service. Selon le confrère, il n'aura pas l'occasion d'assister à la fin de l'audit qu'il avait initié après le départ de son prédécesseur Mamadou Mamour Diallo. Qu'est-ce qui serait à l'origine de son limogeage? Mystère et boule de gomme selon l'info. Surtout qu'il est un allié du président de la République. Mais Vox Populi évoque une affaire d'un véhicule de 80 millions de francs CFA et des relations heurtées avec son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye, qui a réclamé sa tête. Des têtes vont bientôt tomber.
Du moins, si l'on se fie au journal Le Témoin. Selon le confrère, l'on va vers des arrestations. C'est à propos des audits de l'IGE et des rapports de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Le Témoin rapporte que des cellules de Rebeuss et du Cap Manuel seront bientôt rénovées. Les accidents de la route, la protection des forêts et du littoral, les ordres de Diomaye à son gouvernement. Selon Sud Quotidien, il a, en Conseil des ministres, donné des instructions pour freiner les accidents de la route, protéger les forêts et trouver des solutions à l'accaparement du littoral. Diomaye, qui a chamboulé la police. Sud relève qu'après la nomination de Mame Seydou Ndour au poste de directeur général de la police nationale en mai dernier, le chef de l'État a passé un coup de balai au sein de la police. Il a procédé à un chamboulement à la tête de plusieurs directions. Un grand chamboulement selon le quotidien. Le quotidien. L'AS évoque le même sujet et affirme que Diomaye place ses hommes aux commandes. Lors du Conseil des ministres d'hier, il a été également question de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Un comité mis en place selon le quotidien national Le Soleil. Le quotidien gouvernemental rapporte que l'arrêté instituant cette structure a été pris par le Premier ministre sur instruction du président de la République. Les membres désignés connus très prochainement. Sur le sujet, le professeur Ibrahim Thioub, historien, confie que la France bricole un récit mémoriel qui dévoile un malaise sur ce massacre. À la une de l'Observateur, il est question d'éducation. Sonko lève le voile de la polémique. Si le nouveau régime veut formaliser la déclaration du Premier ministre, il doit d'abord prendre le temps d'associer tous les acteurs. L'ancien ministre Mamadou Talla rappelle l'affaire Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar et donne de sages conseils au régime. Dossier à lire dans l'Observateur. À la une du journal Besbi le jour, un reportage sur le poids du sac de riz et du sucre. Un boutiquier confie au journal que les sacs de riz ou de sucre ne font pas 50 kg. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ajoute-t-il. Un grossiste, lui, précise qu'ils ont des machines à coudre pour sacs dans leur magasin. Ils enlèvent 3 à 5 kilos. Un consommateur regrette que nos autorités soient impuissantes selon lui. Elles doivent mettre fin à cette fraude. À la page 6 de Besbi le jour, poids du sac de riz et du sucre, 50 kilos de fraude. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de cette édition à 12h bientôt 28 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Elhadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awa Mbaye, à la mise en onde Alioune Ba, Maïssa Mbaye au digital, à la production Hamadi Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, le journal des Jeux Olympiques à la présentation Cheikh Tidiane Diagne. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Voici le journal des Jeux Olympiques Paris 2024 à la présentation Cheikh Tidiane Diagne. Au total, 18 médailles d'or seront distribuées pour ce nouveau jour de compétition. Par ailleurs, 3 nouvelles disciplines font leur début dans ces Jeux Olympiques. Il s'agit de l'athlétisme, le BMX Racing et le golf. Pour les sports collectifs au programme, le basketball, il faudra noter que le Japon joue contre l'équipe de l'Allemagne. L'Australie fera face à l'équipe du Canada. La France, le pays hôte, jouera contre le Nigeria, alors que la Belgique fera face à la formation des États-Unis. En handball féminin également, des rencontres Pays-Bas-Brésil, Corée du Sud contre la Suède, la Hongrie qui va en découdre avec l'Espagne, l'Angola fera face au pays hôte la France, l'Allemagne jouera contre l'équipe de Danemark, tandis que la Slovénie va en découdre avec l'équipe de la Norvège. À présent, notre rubrique consacrée à l'actualité des Jeux Olympiques, et c'est Boubacar Dia qui s'y met. Léon Marchand a électrisé le public de la Défense Arena en signant un fantastique
gymnastique doublé mercredi soir sur le 200 mètres papillon et sur le 200 mètres brasse. Lors de la première finale remportée par le nageur français, le temps a semblé s'arrêter sur les autres sites olympiques avant une immense explosion de joie généralisée. Un Michael Phelps complètement euphorique, un bon connaisseur des exploits surhumains, la légende des bassins olympiques avec 23 médailles d'or a apprécié comme il se doit le succès du français. Michael Phelps, consultant à NBC, une chaîne de télévision américaine, s'est distingué avec ses Here We Go devant la remontée du jeune français de 22 ans. Lui a tout donné pour accrocher une place dans les 10 premiers à l'arrivée du triathlon olympique de Paris 2024. Tyler Mislawchuk, athlète canadien, a été filmé en train de vomir. Le principal intéressé a évoqué l'intensité de ses efforts. J'ai vomi 10 fois dans le parcours, j'ai tout donné, a-t-il expliqué. Au tableau de distinction, pour le moment, les athlètes de la République de Chine sont les plus en vue. 11 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. La France occupe la seconde place avec 8 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Le Japon arrive en troisième position, 8 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. En plein Jeux olympiques, les faux taxis pullulent à la sortie des gares et aéroports, piégeant ainsi les touristes. Pour traquer ces taxis clandestins, la police des taxis, les Boers, a augmenté ses effectifs. Ils sont près de 120 policiers spécialisés à être mobilisés, présents à proximité des sites olympiques, des gares et des aéroports. Merci à vous, Boubacar Dieng. Ce jeudi, pas de Sénégalais en lice aux Jeux olympiques Paris 2024. Très attendu, demain vendredi, les débuts du judoka Manick Ndiaye. 3 fois champion d'Afrique, le porte-drapeau du Sénégal à Tokyo participe à ses deuxièmes Jeux. Son ambition à Paris, tout faire pour monter sur le podium. Son portrait, c'est avec Youssouf Bodian. Le tatami, le terrain de jeu préféré du natif de Dakar Plateau depuis ses 8 ans. Le colosse de 2 mètres et plus de 100 kg va disputer ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo 2021 où il a été porte-drapeau du Sénégal. Au Japon, Manick Ndiaye était sorti dès son premier combat contre le numéro 1 mondial, le russe Tamerlan Bachaev, devenu ensuite champion olympique en battant en finale la légende Teddy Riner. Une expérience qui a été bénéfique pour Manick Ndiaye. Moi, je prends ça comme une expérience positive parce que voilà, disputer les Jeux à Tokyo, c'était vraiment quelque chose. Et du coup, là, j'étais allé pour pouvoir prendre vraiment de l'expérience, prendre la température. Voilà, j'ai gagné un peu en expérience par rapport aux compétitions de haut niveau. Je sais ce qui m'attend. Et je sais que voilà, ça va pas être facile. Il y aura quasiment tous les meilleurs judokas du monde. Et du coup, il faudra sortir du lot un peu pour pouvoir monter sur le podium. L'objectif, moi, je pense que sur le podium, je peux le faire parce que j'en ai les capacités. C'est des judokas que j'ai l'habitude de croiser. Il y en a, je les ai battus. Et il y en a, je les ai jamais croisés en compétition. Donc, ça va être le moment. Peu importe qui sera en face. Moi, l'objectif, c'est d'aller au bout. L'objectif à Paris est donc clair. Monter sur le podium et offrir une deuxième médaille olympique au Sénégal. C'est d'ailleurs l'une des médailles qui manque au riche palmarès du numéro 1 du judo sénégalais. Championnat d'Afrique, j'ai eu 4 médailles d'or. J'ai eu 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. En Open, je crois que j'ai 14 médailles d'or, 3 médailles d'argent, je crois, et 5 médailles de bronze. Et sur les compétitions IGF World Tour, c'est-à-dire les grands prix, grands slams et tout, je crois que j'ai 1 médaille de bronze. Et sur les championnats du monde, Grand Slam de Paris, tout ça, je me suis classé 7e. C'est ça. Là, pour le moment, il me reste que la médaille olympique. Et j'espère que ça se fera à Paris, Inch'Allah. Et ça commence dès ce vendredi à 10h à l'Arena Champ de Mars de Paris, une ville qui a adopté Manick Ndiaye ces dernières années. Le judoka sénégalais s'est entraîné régulièrement à l'INSEP avec l'équipe de France d'un certain Teddy Riner, triple champion olympique. Youssouf Bodian, merci. C'était le dernier élément du journal des Jeux olympiques de Paris 2024 dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci, à tout à l'heure pour la version Wolof du journal des JO. RFM Radio Futur Média 95.